Bienvenue dans notre exploration fascinante de la mémoire de l'eau. Un voyage au cœur de ce liquide vital, à la découverte d'une hypothèse qui ne cesse de fasciner et de diviser. Est-ce que l'eau, cette substance si familière, pourrait posséder une mémoire, une capacité à enregistrer et à transmettre de l'information? Est-ce un mythe ou une réalité? Au cours des prochaines minutes, nous allons plonger dans l'histoire de la mémoire de l'eau, des premières théories controversées aux recherches scientifiques les plus récentes. Nous explorerons les expériences qui ont marqué ce domaine, des travaux de Jacques Benveniste à ceux de Masaru Emoto, et nous interrogerons sur la validité scientifique de ces approches. Préparez-vous à remettre en question vos certitudes et à explorer les mystères de l'eau, un élément essentiel à la vie, dont les secrets ne cessent de nous surprendre. Découvrons-le ensemble. Notre histoire commence dans les années 1980 avec un immunologiste français du nom de Jacques Benveniste. Travaillant à l'INSERM, un institut de recherche médicale renommé, Benveniste s'est intéressé à un phénomène qui semblait défier les lois de la physique et de la chimie, la possibilité que l'eau puisse garder en mémoire les propriétés des substances avec lesquelles elle a été en contact. Imaginez un instant une goutte d'encre diluée dans un océan d'eau, à tel point qu'il ne reste plus une seule molécule d'encre. Selon la théorie de Benveniste, cette eau, pourtant apparemment pure, conserverait une empreinte, une mémoire de l'encre qui y était présente. Cette idée révolutionnaire, si elle était prouvée, bouleverserait notre compréhension de l'eau et de ses interactions avec le vivant. Elle offrirait un fondement scientifique à des pratiques comme l'homéopathie, qui utilisent des dilutions extrêmes de substances actives. L'hypothèse de Benveniste a enflammé le monde scientifique, suscitant à la fois fascination et scepticisme. Certains y voyaient une découverte majeure, d'autres une aberration scientifique. Pour trancher le débat, il fallait des preuves, des expériences rigoureuses capables de convaincre les esprits les plus critiques. C'est ainsi que Benveniste et son équipe se sont lancés dans une série d'expériences qui allaient marquer l'histoire de la recherche sur l'eau. Leur objectif, démontrer que l'eau, même diluée à l'extrême, pouvait conserver une activité biologique. Leur étude, publiée en 1988 dans la prestigieuse revue scientifique Nature, a fait l'effet d'une bombe. Benveniste et son équipe y affirmaient avoir observé une réaction biologique sur des cellules sanguines, même lorsque la solution ne contenait plus la molécule initialement active. Le monde retenait son souffle. Avait-on enfin la preuve que l'eau avait une mémoire? La publication de l'étude de Benveniste dans Nature a déclenché une véritable tempête médiatique et scientifique. Les médias du monde entier se sont emparés de l'affaire, annonçant une découverte révolutionnaire qui allait changer notre vision de l'eau et de la médecine. Cependant, la communauté scientifique est restée prudente, voire sceptique. L'affirmation de Benveniste était si extraordinaire qu'elle nécessitait des preuves extraordinaires. Des voix se sont élevées pour demander une vérification indépendante des résultats, afin de s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur ou de biais dans les expériences. Face à ces demandes, la revue Nature a pris une décision exceptionnelle. Envoyer une équipe d'enquêteurs indépendants pour superviser la reproduction des expériences de Benveniste dans son propre laboratoire. Cette équipe, menée par John Maddox, le rédacteur en chef de Nature, était composée de personnalités hautes en couleur, James Randi, un illusionniste célèbre pour son scepticisme et sa capacité à démasquer les charlatans, et Walter Stewart, un physicien spécialisé dans la détection des fraudes scientifiques. Pendant une semaine, l'équipe de Nature a travaillé sans relâche dans le laboratoire de Benveniste, passant au crible chaque étape de son protocole expérimental, vérifiant les instruments de mesure et s'assurant que les conditions étaient parfaitement contrôlées. Le verdict est tombé comme un coup près.
Les résultats de Benveniste ne pouvaient pas être reproduits. L'équipe de Nature a conclu que les expériences initiales comportaient des biais expérimentaux et que les conclusions tirées étaient donc invalides. L'article de Benveniste a été rapidement retiré de Nature, laissant la communauté scientifique divisée et amère. Certains ont accusé Benveniste de fraude, d'autres ont défendu son honnêteté scientifique, pointant du doigt les failles de l'enquête de Nature. Malgré la controverse, l'affaire Benveniste a eu un impact profond sur la recherche sur l'eau. Elle a mis en lumière la nécessité d'une rigueur scientifique absolue, surtout lorsqu'il s'agit de valider des hypothèses révolutionnaires. Au tournant du millénaire, alors que la poussière de l'affaire Benveniste commençait à retomber, un nouveau personnage est entré en scène, apportant avec lui une vision différente, plus poétique de la mémoire de l'eau, Masaru Emoto. Emoto, un chercheur japonais, ne s'intéressait pas aux réactions biologiques, mais à l'influence des émotions et des intentions humaines sur la structure de l'eau. Selon lui, l'eau était capable de capter les vibrations, les énergies qui l'entouraient et de les transcrire dans sa structure même. Son expérience, aussi simple que fascinante, consistait à exposer de l'eau à différents stimuli, des mots, de la musique, des images et même des pensées ou des prières. Ensuite, il congelait cette eau et observait au microscope la forme des cristaux de glace qui se formaient. Les résultats, publiés dans ses livres et diffusés à travers de magnifiques photographies, semblaient confirmer son intuition. L'eau exposée à des mots positifs comme amour, gratitude ou paix formait des cristaux d'une beauté et d'une harmonie saisissantes. À l'inverse, l'eau exposée à des mots négatifs comme haine, colère ou violence donnait naissance à des cristaux difformes, chaotiques, comme si l'eau elle-même était affectée par ces émotions négatives. Les travaux d'Emoto, bien que visuellement impressionnants, n'ont pas convaincu la communauté scientifique. Ces expériences, manquant de rigueur méthodologique et n'ayant pas été réalisées en double aveugle, ont été jugées non scientifiques. Certains ont accusé Emoto de sélectionner les photos les plus spectaculaires pour appuyer ses thèses, tandis que d'autres ont critiqué le manque de contrôle dans ces expériences, laissant la porte ouverte à d'éventuelles contaminations ou biais d'observation. Malgré les critiques, les travaux d'Emoto ont touché un large public, séduit par la beauté des images et l'idée que nos pensées et nos émotions pouvaient influencer la matière et, en particulier, l'eau, cet élément si essentiel à la vie. Aujourd'hui, la mémoire de l'eau, dans le sens où Benveniste et Emoto l'entendaient, reste une hypothèse non prouvée scientifiquement. La science, dans sa rigueur, exige des preuves solides, reproductibles et vérifiables, ce que les tenants de la mémoire de l'eau n'ont pas réussi à fournir jusqu'à présent. Pourtant, il serait faux de conclure que l'eau est une substance inerte dépourvue de mystère. Au contraire, les scientifiques ne cessent de découvrir de nouvelles propriétés étonnantes de l'eau qui remettent en question nos connaissances et ouvrent des perspectives fascinantes. L'une de ces découvertes concerne la structure même de l'eau liquide. Contrairement à ce que l'on pensait auparavant, les molécules d'eau ne se déplacent pas de manière aléatoire. Elles s'assemblent en clusters, des groupements éphémères qui se forment et se défont en permanence comme une danse incessante à l'échelle moléculaire. Ces clusters, loin d'être statiques, échangent constamment de l'information et de l'énergie, créant une dynamique complexe au sein de l'eau liquide. Certains scientifiques pensent que ces structures pourraient jouer un rôle important dans les propriétés biophysiques de l'eau et peut-être même influencer les processus biologiques. Une autre découverte fascinante est celle de l'eau structurée, également appelée OEZ, Exclusion Zone Water, par le chercheur Gerald Pollack. Cette eau présente dans nos cellules et dans certains milieux naturels possède une structure plus ordonnée que l'eau liquide ordinaire. L'eau EZ, selon Pollack,
aurait des propriétés étonnantes. Elle serait capable de stocker de l'énergie, de transporter des particules et même de générer un faible courant électrique. Ces propriétés pourraient maintenant jouer un rôle clé dans de nombreux processus biologiques comme la circulation sanguine, la communication cellulaire et la production d'énergie. Enfin, des chercheurs étudient l'influence des champs électromagnétiques sur l'eau. Leur hypothèse est que les ondes électromagnétiques, omniprésentes dans notre environnement, pourraient modifier la structure et les propriétés de l'eau. Ces recherches, encore à leur début, pourraient avoir des implications importantes pour la santé humaine et l'environnement. Elles soulèvent également des questions sur l'impact des technologies modernes, comme les téléphones portables et le Wi-Fi, sur l'eau présente dans notre corps et dans la nature. Si la mémoire de l'eau, au sens scientifique du terme, n'est pas encore démontrée, cela n'empêche pas de nombreuses personnes de s'intéresser à la qualité et à la vitalité de l'eau qu'elles boivent. Pour beaucoup, l'eau du robinet, traitée chimiquement et stockée dans des canalisations, aurait perdu une partie de sa force vitale, de son énergie naturelle. C'est dans ce contexte que s'est développée la pratique de la dynamisation de l'eau, qui consiste à redonner à l'eau ses propriétés originelles, à la revitaliser. Il existe de nombreuses méthodes de dynamisation, allant de techniques ancestrales à des procédés plus modernes. L'une des méthodes les plus anciennes est la dynamisation par vortex. Le principe est simple, faire tourbillonner l'eau pour reproduire les mouvements naturels des rivières et des cascades. Ce mouvement en spirale, selon les adeptes de cette technique, permettrait de réoxygéner l'eau, de casser les clusters d'eau stagnante et de lui redonner sa structure naturelle. D'autres méthodes utilisent des aimants ou des ondes scalaires pour dynamiser l'eau. Les aimants, placés autour d'une carafe d'eau, créeraient un champ magnétique qui influencerait l'organisation des molécules d'eau. Les ondes scalaires, quant à elles, seraient capables de transmettre de l'information et de l'énergie à l'eau, la purifiant et la revitalisant. L'exposition au soleil est une autre méthode de dynamisation très ancienne. Dans de nombreuses traditions, l'eau solarisée, c'est-à-dire exposée aux rayons du soleil, est considérée comme bénéfique pour la santé. Le soleil, source de vie et d'énergie, transmettrait ses vibrations positives à l'eau, la chargeant en énergie vitale. Enfin, certains utilisent des fréquences sonores spécifiques pour dynamiser l'eau. La théorie est que certaines fréquences, comme la fréquence 432 Hz ou 528 Hz, auraient un effet harmonisant sur l'eau, la restructurant et la purifiant. Si l'efficacité de ces méthodes de dynamisation n'est pas encore prouvée scientifiquement, de nombreuses personnes témoignent d'un mieux-être après avoir consommé de l'eau dynamisée. Elles décrivent une eau plus douce, plus légère et plus hydratante. Que l'on croit ou non à la mémoire de l'eau, il est indéniable que l'eau est bien plus qu'une simple substance chimique. C'est un élément vivant, en mouvement constant et qui interagit avec son environnement de manière complexe et encore mal comprise. Au terme de ce voyage au cœur de la mémoire de l'eau, nous sommes amenés à reconnaître que la science ne détient pas toutes les réponses. La mémoire de l'eau, dans sa forme classique, reste encore une hypothèse non prouvée scientifiquement. Cependant, l'eau n'a pas fini de nous surprendre. Ses propriétés uniques, sa capacité à former des structures dynamiques et son interaction avec les champs électromagnétiques ouvrent des champs de recherche passionnants. L'exploration de la mémoire de l'eau nous rappelle que la science est un processus en constante évolution. Ce qui est considéré comme impossible aujourd'hui pourrait bien devenir la réalité de demain. Et toi, que penses-tu de la mémoire de l'eau? N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de cliquer sur la cloche pour ne rien louper.